Vladimir Poutine, le président de la Russie, déclare que s'il soutient l'idée de mettre fin au conflit en Ukraine, tout accord doit aboutir à une paix durable. Bien qu'ils doivent discuter des détails avec le président Trump, le président Poutine dit qu'il accepte le principe de l'accord de trêve pour l'Ukraine négocié par les États-Unis. Vladimir Poutine a déclaré que le conflit en Ukraine devait prendre fin, mais il s'est abstenu d'accepter la trêve de 30 jours soutenue par les États-Unis. De plus en plus tendu, le conflit entre la Russie et l'Ukraine touche-t-il à sa fin? À la suite des négociations américano-ukrainiennes à Jeddah, ce sujet important devient de plus en plus pressant. Un accord de cessez-le-feu de 30 jours a été accepté par Kiev. Désormais, tous les regards sont tournés vers Vladimir Poutine. Le commandant russe va-t-il poursuivre l'offensive ou accepter la trêve et mettre fin au tir? Une personne influente intervient au milieu de ces négociations pour s'assurer que Moscou cède, Donald Trump. Trump a envoyé un message très clair à Poutine. Le président américain a clairement indiqué qu'il imposerait de sévères sanctions économiques et d'autres mesures pour vraiment nuire à Moscou si elle rejetait la trêve. Je suis en mesure de prendre des mesures financières qui seraient préjudiciables à la Russie. Je veux la paix, donc je ne veux pas le faire. Nous verrons, mais j'espère que la paix sera rétablie. Cependant, d'un point de vue financier, nous pouvons faire beaucoup de mal à la Russie. La principale question du jour était de savoir comment le Kremlin réagirait alors que cette menace résonnait dans le monde entier. Cependant, Poutine a déclaré que le plan de paix de Trump devait être réexaminé et que les bons emplacements devaient être modifiés. Pour la première fois depuis longtemps, le dirigeant russe a prononcé ces remarques alors qu'il était vêtu d'un uniforme militaire. Poutine s'est rendu dans un centre de commandement dans la région occidentale de Koursk, en Russie, à la frontière ukrainienne, où il a émis des jugements importants alors qu'il portait des vêtements militaires. La création d'une zone tampon le long de la frontière a été proposée par le dirigeant russe. Selon les médias officiels russes, Poutine s'est rendu pour la première fois dans la région depuis l'opération transfrontalière et a donné à ses troupes l'ordre de chasser les forces ukrainiennes de la région le plus rapidement possible. Il a été affirmé que certains villages de la région de Koursk ont récemment été repris par les troupes russes et nord-coréennes envoyées pour combattre aux côtés de l'armée de Poutine. Le dirigeant russe a fait des prédictions sur ce qui se passera à Koursk à cet égard. Poutine a déclaré que la législation de la Fédération de Russie considérera les soldats ukrainiens comme des traîtres. Ce discours sévère a fourni des indices significatifs sur la stratégie future du dirigeant russe pour faire face à la guerre en général et à l'oblast de Koursk en particulier. En outre, Trump a été intimidé par les remarques de Poutine concernant Koursk, son équipement militaire et les conditions qu'il a fixées. Le dirigeant russe a déclaré qu'il soutenait une trêve de 30 jours, mais il a précisé qu'il y avait certaines conditions qu'il n'accepterait pas. Monsieur Poutine a déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou, la capitale russe, que le plan devait, selon lui, aboutir à une paix permanente et traiter de ce que le Kremlin appelle les causes profondes. Le dirigeant russe a clairement indiqué que l'accord ne serait pas signé tant que la proposition de paix américaine n'aurait pas été modifiée. Avant son invasion à grande échelle de l'Ukraine au début de l'année 2022, Poutine a utilisé ces tactiques. Ces tactiques consistaient notamment à maintenir la neutralité de l'Ukraine et à désarmer le pays. Le dirigeant russe a ajouté que l'Ukraine devrait mettre fin au déploiement et à l'entraînement de forces supplémentaires afin de parvenir à un accord satisfaisant. Poutine a également énuméré le manque d'assistance militaire à Kiev pendant le cessez-le-feu comme l'une des exigences qu'il recherchait. Le dirigeant russe a exposé ses exigences et a donné aux États-Unis une nouvelle occasion d'agir. Que va-t-il se passer à la suite de cette confrontation entre Trump et Poutine? Qui sortira vainqueur de l'accord de paix? Regardez cette vidéo pour connaître les réponses à nos questions et bien plus encore. Mais d'abord, si vous souhaitez être tenu au courant de nos publications, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Commençons par examiner plus en détail les propos du président américain Donald Trump. Donald Trump a évoqué les difficultés auxquelles Vladimir Poutine sera confronté si Moscou rejette le cessez-le-feu de 30 jours. Trump a menacé de continuer à envoyer des fournitures militaires à l'Ukraine si Vladimir Poutine rejetait la trêve. On sait que le centre logistique polonais de Jasionka est utilisé pour livrer des armes américaines, de nombreuses armes occidentales, notamment des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et des missiles à longue portée pourraient venir s'ajouter à l'arsenal ukrainien. Cela pourrait entraîner de nouvelles pertes en personnel et en équipement pour la Russie. L'action la plus importante de Trump, outre l'aide militaire, est de faire pression sur la Russie sur le plan économique. Si la Russie rejette le cessez-le-feu en Ukraine, le président Trump a prévenu qu'il ferait pression sur elle sur le plan économique. Selon Trump, je pourrais prendre des mesures qui nuiraient gravement à la Russie. Ce serait désastreux pour l'économie russe, ce n'est pas ce que je veux faire, je désire la paix
Suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les États-Unis et leurs alliés ont imposé plus de 20 000 sanctions à la Russie, qui est déjà l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Depuis février 2022, les États-Unis ont imposé à eux seuls plus de 6 433 sanctions à la Russie. Les mesures visant à restreindre les revenus de la Russie en matière de pétrole et de gaz font partie des sanctions imposées par les États-Unis. L'une de ces politiques consiste à plafonner les exportations de pétrole de la Russie à $60 le baril. En raison des sanctions, l'excédent commercial de la Russie l'année dernière n'était que de 151 milliards de dollars contre 337 milliards de dollars en 2022, la première année de la guerre. Les mesures les plus douloureuses comprenaient des sanctions financières qui rendaient plus difficile pour les entreprises russes de faire des affaires à l'étranger, des sanctions sur l'industrie aérienne et des restrictions sur les exportations de pétrole qui obligeaient les entreprises russes à vendre à prix réduit, augmentant les coûts de financement et de logistique. Afin d'empêcher les institutions financières russes d'accéder aux marchés financiers mondiaux, les États-Unis et d'autres pays du G7 ont imposé des sanctions. Des plafonds de prix ont été mis en place pour l'énergie produite en Russie afin d'empêcher l'argent d'alimenter le conflit et les comptes bancaires ont été gelés tandis que les yachts et les villas des oligarques ont été vendus. Actuellement, la majorité des fonds sont conservés en Europe. Moscou a ainsi pu financer la guerre. Cependant, le cercle de Vladimir Poutine se rétrécit à mesure que Donald Trump réévalue les droits de douane et les sanctions. Des sanctions plus sévères pourraient être imposées à la Russie si Poutine continue de rejeter l'offre de Trump. Étant donné que les États-Unis ont déjà déclenché des sanctions contre la Russie, il est peut-être déjà trop tard. L'accès de la Russie aux réseaux financiers américains est encore restreint par les nouvelles réglementations de l'administration Trump sur les secteurs bancaires, pétroliers et gaziers du pays. Une exemption de 60 jours que l'administration Biden avait instituée en janvier pour permettre la poursuite d'accords énergétiques spécifiques avec des banques russes sanctionnées a été levée par le département du Trésor. Les banques pourraient y perdre leur capacité à utiliser les systèmes de paiement américains pour effectuer des transactions énergétiques importantes si l'exemption venait à expirer. Venechekonombank, Bank Financial Corporation, Otkritie, Sovcombank, Cyberbank, VTB Bank, Alpha Bank, Rosebank, Bank Zenit, Banque Saint-Pétersbourg et la Banque centrale de Russie font partie des sociétés financières russes qui ont été libérées des sanctions en rendant plus difficile l'achat de pétrole russe par d'autres pays. La décision de restreindre davantage l'accès aux systèmes bancaires américains réduit la quantité de pétrole disponible dans le monde. Après plusieurs semaines de prix bas, cela pourrait entraîner une hausse substantielle des prix pouvant atteindre $5 le baril. Vladimir Poutine a 6 raisons de signer l'accord de paix à la lumière de tous ces facteurs. Plus important que les victoires militaires en Ukraine, les liens avec Washington, la frontière entre les États-Unis et la Russie traverse l'Ukraine, selon le chef de la garde nationale russe, Viktor Zolotov. Poutine a toujours insisté sur le fait que le gouvernement de Kiev est une marionnette de Washington et que la révolution de Maïdan de 2014 était un coup d'État orchestré par l'Occident. Selon son raisonnement, un accord avec les marionnettistes de Washington est le seul moyen d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et de constituer une menace stratégique pour la Russie. En raison de son imprévisibilité, Trump pourrait soudainement se retourner contre Poutine. Il est facile d'oublier que Trump a été bien plus dur avec Poutine au cours de son premier mandat qu'Obama ne l'a été, en fournissant une assistance militaire à Kiev et en sanctionnant le gazoduc Nord Stream 2 de Gazprom. Si Poutine rejette l'accord, le sénateur Lindsey Graham a déclaré que les États-Unis imposeraient des sanctions aux pays qui importent du gaz et du pétrole russe, principalement l'Inde, mais aussi l'Europe, qui continue de dépendre de la Russie pour 13% de son énergie et qui est toujours en expansion. Des sanctions aussi sévères risquent de déstabiliser gravement l'économie russe. L'économie russe est progressivement étouffée par la guerre. La Russie a beaucoup mieux résisté que prévu aux sanctions, mais elle est toujours confrontée à des taux d'intérêt élevés et à l'inflation. Les dépenses militaires stimulent une croissance stagnante du PIB. De plus, il y a un manque débilitant d'investissement et de main-d'œuvre compétente. 40% du budget gouvernemental de Poutine est consacré à la guerre. L'aristocratie russe aspire à devenir riche et à voyager à nouveau. Le principe de base des sanctions occidentales depuis 2014 était que les escapades géopolitiques de Poutine seraient freinées par les oligarques russes qui le considéreraient comme préjudiciable aux affaires. Afin de mieux protéger les frontières de son pays, Poutine a fini par ignorer le secteur des affaires et a dilapidé des milliards de dollars de leur fortune dans le cadre de sa mission historique mondiale autoproclamée pour libérer les Russes de l'Est de l'Ukraine. Cependant, au cours des 3 années de conflit, l'élite a commencé à s'opposer au gel des comptes bancaires, aux restrictions de voyage et aux amendes personnelles. Compte tenu du bref cessez-le-feu, Poutine a largement l'occasion de faire pression sur Kiev pour qu'elle fasse des compromis, notamment sur la taille de l'armée ukrainienne et la formule de sa neutralité future.
Poutine peut toujours lancer une offensive. S'il échoue, les Ukrainiens n'auront pas le temps de se réorganiser ou de se renforcer considérablement en un mois. Le vote est un moyen plus efficace pour Poutine de maintenir le contrôle sur l'Ukraine que le recours à la force. Depuis que l'Ukraine a obtenu son indépendance en 1991, Moscou a utilisé une combinaison sans fin de pots de vin macroéconomique, de corruption personnelle, de parrainage, d'organisation d'opposition pro-russe et de propagande pour tenter de contrôler l'élite de Kiev. Ces mesures n'ont pas réussi à modifier la trajectoire pro-occidentale de l'Ukraine, ce qui a contribué à l'occupation totale en 2022. Cependant, après avoir dépensé des milliards de roubles et tué 700 000 personnes pour s'emparer de seulement 19% de l'Ukraine, Poutine pourrait décider qu'il est temps de revenir aux anciennes méthodes et de tenter d'influencer Kiev de l'intérieur. Que se passera-t-il si Vladimir Poutine continue de rejeter le cessez-le-feu pour tenter de le modifier? Poutine se considère comme le grand maître de la géopolitique. Il est entouré de flagorneurs qui, comme lui, ont reçu leur formation au KGB dans les années 1970 et vit dans une bulle d'informations sur les célébrités. Les griefs personnels de Trump contre Zelensky et son impatience face à la fin de la guerre sont deux facteurs qui contribuent à sa sympathie inattendue pour Poutine et à sa rage contre l'Ukraine. Selon Trump, les États-Unis n'ont aucun intérêt pressant en Ukraine ou en Russie. Cependant, les partisans de Poutine peuvent croire avec vanité que tout se passe soudainement comme ils le souhaitent et exiger de nouveaux compromis. Poutine a toujours poursuivi une stratégie étrangère opportuniste, il prend tout ce qu'il peut. La vanité et la propension de Poutine à aller trop loin constituent la plus grande menace pour la paix en Ukraine. Les propagandistes de Poutine pourront transformer n'importe quel résultat du conflit en victoire grâce au contrôle strict que le Kremlin exerce sur l'environnement informationnel de la Russie. Cependant, certains patriotes, en particulier les Russes d'extrême droite et ultranationalistes, se demanderont à quoi sert ce sacrifice massif. Il sera évident que l'occupation n'a rien accompli si l'Ukraine reste démocratique et libre et continue à évoluer dans une direction pro-occidentale. La réputation de Poutine en tant que protecteur indéfectible de son peuple pourrait en être gravement affectée. Il est difficile d'obtenir une évaluation impartiale du moral de l'armée russe. Cependant, les blogueurs militaires fournissent une mine d'informations sur la corruption généralisée de l'armée russe, son cynisme, les exécutions de ses propres soldats et ses commandants sadiques. La majorité des soldats russes servent simplement à obtenir de grosses récompenses ou à éviter la prison. Il pourrait être difficile de ressusciter cette force désorganisée après l'arrêt de la guerre. Les propagandistes de Poutine ont tenté de comparer l'invasion de l'Ukraine à la guerre de l'URSS contre les nazis au début du conflit. Des écoliers ont défilé et des groupes de jeunes paramilitaires ont été créés. Au fur et à mesure que la bataille se poursuivait, on a eu tendance à minimiser l'opération militaire spéciale, qui souvent ne figurait même pas parmi les principaux sujets du journal télévisé du soir sur la télévision nationale. Le régime ne tire pas sa légitimité exclusivement de la guerre continue, contrairement aux États en guerre dans le roman 1984 d'Orwell. En fait, dans son dernier discours sur l'état de la nation en novembre, Poutine a parlé 4 fois plus de programmes sociaux et de protection sociale que de guerre. Poutine se présente néanmoins comme le défenseur de son peuple contre l'Occident belliqueux. Que dira-t-il s'il conclut inopinément un accord avec Washington? Démobiliser des centaines de milliers d'extrémistes violents traumatisés par la guerre est une lourde responsabilité politique et sociale. L'idée que Poutine a été trahi et que la guerre aurait pu être gagnée sans les politiciens malhonnêtes et les généraux corrompus a bénéficié d'un large soutien ultranationaliste, comme l'a démontré la rébellion d'Evgueni Prigojine. La droite nationaliste, qui peut facilement inventer une histoire de trahison contre le Kremlin voleur, représente le plus grand défi à l'autorité de Poutine et non les libéraux pro-occidentaux comme feu Alexeï Navalny. Mais les Ukrainiens sont-ils prêts à faire des sacrifices et à accepter un cessez-le-feu? Il n'est pas surprenant que 3 années d'une guerre d'agression sanglante aient provoqué beaucoup de tensions au sein d'une population qui commence à en avoir assez. Selon une enquête menée en décembre 2024 par le réputé Institut international de sociologie de Kiev, KIIS, près de 90% des Ukrainiens ont vécu au moins un événement traumatisant au cours de l'année précédente. Beaucoup d'entre eux ont évoqué des événements traumatisants impliquant des bombes et des bombardements, l'éloignement de leur famille, la mort d'un être cher et la maladie d'un être cher. Seuls 10% des personnes interrogées ont déclaré n'avoir jamais été dans une situation difficile. Selon les sondages, 84% des personnes avaient été victimes de violences à l'été 2024. Cela peut inclure des blessures physiques infligées par les forces russes, le déracinement, la perte d'amis ou de membres de la famille, ou encore l'exposition à des attaques. En outre, nous avons découvert que les Ukrainiens sont
extrêmement préoccupés par la fatigue de combat de leurs propres compatriotes, ce qui correspond à plusieurs comptes rendus d'actualité. Seuls 10% des personnes interrogées ont déclaré que la fatigue de combat n'était pas du tout un sujet d'inquiétude. Malgré le conflit en cours, un certain nombre de sondages indiquent que les Ukrainiens sont de plus en plus favorables aux pourparlers. Selon la façon dont la question est posée, différents pourcentages de personnes soutiennent les négociations. Lorsqu'on leur a demandé de choisir entre deux options, 52% des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Gallup réalisé fin 2024 ont déclaré que l'Ukraine devrait entamer des discussions pour mettre fin à la guerre dès que possible, tandis que 38% ont déclaré que l'Ukraine devrait se battre jusqu'à ce qu'elle gagne. Dans le même ordre d'idées, des enquêtes antérieures menées en 2022 et 2024 indiquent une tendance croissante en faveur des discussions. Contrairement à la question de Gallup, nos enquêtes ont présenté aux répondants divers compromis régionaux de cessez-le-feu. La moitié d'entre eux voulaient se battre jusqu'à ce que toutes les régions, y compris la Crimée et la région du Donbass, majoritairement russophone, soient rendues au contrôle de Kiev, tandis qu'un tiers seulement préférait une trêve immédiate. Même au prix extrêmement élevé de la défendre, les résultats du sondage montrent clairement que le peuple considère l'indépendance politique de la nation comme une ligne rouge. Les sondages indiquent une volonté croissante de céder des terres ainsi qu'un soutien croissant aux négociations. En outre, les personnes qui sont plus préoccupées par la lassitude de la guerre et moins optimistes quant à l'aide continue de l'Occident sont plus disposées à céder des terres. Néanmoins, tant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'autorité de Kiev, en particulier sur la Crimée, ne seront pas rétablies, la majorité des Ukrainiens soutiendront la poursuite de la guerre. Cependant, depuis le début de la guerre, cette majorité a diminué, 51% en 2024 contre 71% en 2022. En juillet 2024, 90% des personnes interrogées ont déclaré être en désaccord avec l'affirmation selon laquelle la Russie devrait être autorisée à maintenir son autorité sur les zones qu'elle occupe depuis 2022. Il n'y a donc aucune raison de croire que le peuple ukrainien acceptera les annexions territoriales de la Russie. Zelensky et la majorité des Ukrainiens ne font pas confiance à Poutine, c'est pourquoi tout accord incluant des garanties de sécurité de la part des pays de l'OTAN est fortement privilégié. Selon les résultats de l'étude Kyiv menée le mois dernier, 66% des Ukrainiens estiment que les objectifs de guerre de la Russie constituent une menace existentielle pour leur peuple, qui inclut le génocide et l'anéantissement de leur pays souverain. En outre, 87% des personnes pensent que la Russie continuera à occuper les zones qu'elle contrôle actuellement. Pour de nombreux Ukrainiens, négocier avec un adversaire déterminé à détruire l'Ukraine semble être un vœu pieux. Au cours des mois qui ont immédiatement suivi l'invasion, la popularité du président Zelensky a grimpé en flèche en tant que leader de guerre provocateur. En fait, selon les sondages de mai 2022 du KIE, 90% des gens lui faisaient confiance. Ce chiffre a diminué, mais il est toujours resté supérieur à 50%. Selon des sondages récents, son taux de popularité est de 63%, en hausse par rapport à 2024. En fait, son taux de confiance a augmenté de 10 points pour atteindre 67% dans les derniers sondages KIS qui ont été réalisés en février et mars de cette année. Beaucoup de gens considèrent cette découverte comme un renversement des critiques américaines. Par conséquent, le soutien de Zelensky à toute trêve et à tout règlement sera crucial, mais il est susceptible de faire face à des risques politiques en raison de la perte de territoire. Bien que l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Ukraine donne plus de contrôle à la Russie, il n'est pas certain que cela suffise à persuader Poutine de s'engager. En outre, il est difficile d'imaginer qu'il se révèle être un conquérant plutôt qu'un conciliateur, même s'il le fait compte tenu des exemples précédents. Il est évident que toute paix qui en résultera exigera probablement de l'Ukraine qu'elle accepte des pertes et fasse des compromis. Il est possible de négocier une telle paix à huis clos. Il s'agit toutefois d'une autre question de savoir si elle peut être maintenue dans la pratique sans le soutien populaire ukrainien.